La Caraïbe du XXIe siècle ne peut plus être appréhendée exclusivement selon les bornes connues de sa délimitation géographique, car l'examen de la richesse et de la diversité de sa diaspora multiforme conduit à une reconfiguration de sa définition. Je propose de mettre en perspective les caractères de l'inscription d'une identité culturelle caribéenne dans l'espace des anciennes métropoles transformées par les migrations de ces dernières décennies du XXe siècle et les premières du XXIe siècle. L'histoire de la Caraïbe montre que les acteurs de la vie intellectuelle et culturelle ont toujours été portés à la traversée et à la transgression des frontières territoriales. En outre, colonisation et décolonisation ont déclenché des flux migratoires, des phénomènes d'exil et de diaspora qui ont engendré un déplacement des expressions culturelles identitaires, leurs ancrages territoriaux devenant incertains. Les confrontations culturelles, les formes d'hybridation et ou de créolisation résultant de ces déplacements sont souvent créatrices de dynamisme, d'innovation. Il s'agira d'explorer la diversité et la richesse de ces voix qui ont instauré une littérature foisonnante et complexe. Cette littérature est d'abord caractérisée comme une littérature de l'exil. Dès son émergence dans les années 50, sous une terre d'exil, l'Angleterre, dominée par des écrivains concernés par les problématiques identitaires de leur nation de venir, Lamming, Brathwaite, Naipaul, Walcott. Il s'agira d'examiner comment les notions d'espace et de lieu sont élaborées et reconstruites par la mémoire, l'imagination, les fantasmes, le désir, la langue et les mythes dans le contexte postcolonial de déplacement, de démontrer comment le lieu et l'espace se confrontent dans l'imaginaire des communautés diasporiques tiraillées entre l'ici et l'ailleurs. Pour un rappel historique et une contextualisation, on pourrait dire que les pays de la Caraïbe anglophone, Trinidad, Barbade, Jamaïque, entament une période politique de self-government dans les années 50 qui se traduira par les indépendances une dizaine d'années plus tard. Dans les années 40-50, la période de transition est difficile d'un point de vue économique et politique et de nombreux Caribéens vont émigrer vers les villes de l'ancienne métropole, l'Angleterre. Cette génération d'immigrants est connue sous la dénomination de la génération Windrush. Il s'agit de citoyens et de citoyennes qui ont émigré au Royaume-Uni entre 1948 et 1971 pour répondre à un manque de main-d'œuvre suite à la Seconde Guerre mondiale. À l'origine de cette dénomination, il s'agit d'un navire Empire Windrush, utilisé historiquement par l'Allemagne nazie et récupéré après la guerre par les Britanniques, qui avait été mobilisé pour amener 492 passagers, dont beaucoup d'enfants, depuis les Caraïbes à Tilbury Docks, qui se trouve à Londres. D'autres bateaux suivront, transbordant plus d'un demi-million de Caribéens vers le pays fantasmé. De jeunes hommes vont eux aussi en quête d'un ailleurs partir, les Barbadiens George Lamming et Brathwaite, les Trinidadiens Selwyn et Naipaul, le Saint-Lucien Walcott, parmi les plus célèbres. UWI, the University of the West Indies, a été fondée en 1949. Des magazines littéraires circulent tels que BIM ou Focus. Pourtant, ces jeunes écrivains en herbe ne peuvent vivre strictement de leur art. Leurs premiers romans seront publiés en Angleterre et de manière paradoxale, la matière de leur écriture sera empreinte d'instabilité puisqu'elle consiste en un voyage physique ou imaginaire, mais toujours troublant entre deux espaces culturels d'appartenance, le pays du dedans, la patrie, et le pays du dehors, le lieu des plantations. Ces écritures sont marquées à la fois par la nostalgie, cassés par le renoncement à la terre d'origine. Ils s'établissent en exil, solitaire, mais pourtant fécond. Si on se réfère au titre de leur roman, The Immigrants, The Pleasure of Exile, Les plaisirs de l'exil, par Lamming, Lonely Londoners, Les Londoniens solitaires, par Selwyn, la thématique de l'exil est au centre de leur écriture et leur imaginaire se nourrit à la fois de leur pays d'origine, qui résonne comme un ailleurs, et de la complexe aliénation du pays d'implantation, donc l'Angleterre, qui s'est transformé en un ici. Car seul l'imaginaire permet la négociation de nouvelles identités textuelles et culturelles, véritables reflets des processus complexes de transformation et de reproduction
qui caractérisent l'écriture en diaspora. Ce que ces écrivains vont décrire est une forme de dystopie, le désenchantement qui va au contraire donner à penser les limites de l'utopie en contredisant les trop grandes espérances qu'elle avait suscitées. En cela, leur écriture charrie avec acuité les espoirs déçus des milliers d'ouvriers, de civil servants de la Caraïbe qui peuplent désormais les basements et les logements sociaux des inner cities de Londres, Notting Hill, Tower Hamlet, Poplar, Hackney. Focalisons-nous sur deux figures majeures et antinomiques qui marquent la littérature caribéenne anglophone, Derek Walcott et V.S. Naipaul, et qui lui ont conféré sa dimension internationale bien avant qu'il ne leur soit attribué le prestigieux prix Nobel de littérature 1992 s'agissant de Derek Walcott et 2001 pour Naipaul. Le poète et dramaturge Derek Walcott, né en 1930, mort en 2017, appartient à cette génération d'écrivains de la Caraïbe anglophone qui, dans les années 50, ayant enfanté la littérature dans leur pays, a été acculé à l'exil, au renoncement à vivre dans des sociétés qui, trop préoccupées à se faire une place dans le monde, ignoraient que la parole de leurs écrivains pouvait les inscrire dans le monde. Il vient de Sainte-Lucie où le créole, qu'ils appellent patois, se mélange et se heurte à l'anglais. Cette traversée des langues irrigue sa poésie, tantôt de facture classique, académique, tantôt chahutée par l'entremêlement de la mémoire et de l'histoire. La poésie de Walcott reflète cette traversée des langues. Français, bribes de créole saint-lucien, trinidadien, jamaïcain, anglais, espagnol, yoruba, qui dans une babélisation tour à tour baroque et ironique vont s'interpeller. Exemple, titre en français, insertion de mots français, renvoi toponymique créole, entrelacement et tissage hétérophonique de grec et de latin, illustration de ce qu'il appelle sa parfaite éducation coloniale. Il faut distinguer dans l'œuvre poétique de Walcott une phase qui correspond à la période des turbulences politiques qui agitent alors la Caraïbe anglophone. La période fébrile des indépendances, Trinidad-Barbade, la Jamaïque accède à l'indépendance en 1962, caractérisée par une tension entre la réalisation et la résiliation des utopies, telles que l'échec de la Fédération des West Indies, qui va d'ailleurs affecter, entre autres écrivains, Derek Walcott. Cette période est aussi marquée par une recherche plus intense d'une esthétique caribéenne sur le plan littéraire. Derek Walcott illustre de la sorte sa notion de métaphore telle qu'il l'applique à sa région, qui a besoin d'une contre-poétique, c'est-à-dire une poétique qui exclut toute exotification telle qu'elle est pratiquée par les auteurs occidentaux et imitée par les poètes indigènes, celle qui s'est, selon Glissant, constituée autour de la topique de la source et du prix. La contre-poétique de Walcott prend sa source dans l'irréductible opacité du paysage, dans l'intranquillité de la source, là où la tragédie de la domination coloniale s'inscrit et se noue. 3 recueils publiés à cette époque où il réside à Trinidad, à la direction du Trinidad Theatre Workshop, In a Green Night, The Castaway, The Gulf, sont assez révélateurs de sa relation à ces îles. Dans son poème Cruiser's Journal, en 1965, il décrit une Caraïbe monde vert sans métaphore. Le paysage qu'il évoque est celui de la négation, de l'impossibilité de la métaphore, car le monde qui l'entoure est figé dans des métaphores empruntées, rendues illisibles par la dénomination-renomination du colonisateur. Le paysage que Walcott décrit alors est celui de l'annihilation, celui qui recrache ses enfants dans les errements de l'aliénation, de l'exil, du vide et de l'absence, un paysage qui absorbe toute création. À partir de cette situation de manque, qui inscrit le lieu originel dans une perspective de distance et d'écart, s'opère progressivement une inscription topologique à l'intérieur de laquelle tous les autres lieux se déploient. Le poète alors comprend que le paysage qu'il pensait vide de sens, amnésique, renvoie à la mémoire, comme une épiphanie. Ainsi va-t-il accepter, assumer sa langue naufragée, sa culture fragmentée, illustrée d'ailleurs par son discours de réception du prix Nobel en 1992, je cite, « Les Antilles, fragments d'une mémoire épique ». Walcott y célèbre la culture multiple de la Caraïbe par une merveilleuse métaphore, je cite, « Casser un vase,
L'amour qui en assemble à nouveau les morceaux est plus fort que l'amour qui, lorsqu'il était entier, considérait sa perfection symétrique comme allant de soi. La colle qui en rejoint les morceaux en scelle la forme originale. C'est cet amour-là qui rassemble nos fragments africains et asiatiques. Ces legs tout fendus de la restauration révèlent les cicatrices blanchies. Fin de citation. La notion de fragment est au contraire l'élément qui heurte V.S. Naipaul, l'écrivain de la Caraïbe anglophone le plus controversé. Il porte en lui les blessures de l'Indo-Trinidadien qui doit trouver sa place dans une société fissurée par l'antagonisme indien-noir dans les années 60 à Trinidad, évidemment. Il est connu pour cette fameuse définition des Antilles. History is built around achievement and creation, and nothing was created in the West Indies. L'histoire est fondée sur l'aboutissement et la création, et rien n'a été créé aux Antilles. À travers son œuvre, il s'attachera à décrire des représentations d'un paradis infernal, Garden of Hell, sorte de contre-utopie du Jardin d'Éden. Cette notion de déplacement est magistralement décrite dans son chef-d'œuvre Une maison pour Mr. Beeswax en 1961, où il décrit de manière métaphorique l'impossibilité pour le personnage principal, Mr. Beeswax, d'édifier une maison aux Antilles. Celle qui sera construite enfin sera de briques et de broc, branlante, instable, à l'image des sociétés postcoloniales de la Caraïbe. Il reproche à la société trinidadienne ses vues étriquées, sa corruption morale, son insignifiance. Ce Naipaul-là méprise le pays d'où il vient. Il va dire « Oui, je suis né là. J'ai pensé que c'était une erreur. » Dans son discours de réception du prix Nobel en 2001, il déclarait, je cite, « C'est un grand hommage pour l'Angleterre, mon pays, et pour l'Inde, le pays de mes ancêtres. » Fin de citation. Quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas cité Trinidad, il répondit qu'il craignait, je cite, « d'encombrer l'hommage. » Fin de citation. Naipaul avait d'ailleurs, peu auparavant, renoncé à sa nationalité trinidadienne. Il demeure cependant un immense écrivain qui a su décrire de manière satirique et parfois cynique les blessures et l'aliénation des sociétés caribéennes. Il a exploré avec un pessimisme grandissant les effets pervers du colonialisme et du nouveau nationalisme dans le tiers-monde, le choc des cultures. Il se pose définitivement en observateur critique et talentueux de l'Inde et de la Caraïbe diasporique. Avec l'éruption des écrivaines dans les années 80, une redéfinition de l'imaginaire caribéen d'un point de vue féminin sera mise en œuvre par le biais de nouvelles poétiques. Marshall, Jamaica Kincaid, Dion Brand, Shani Mutu. Ces femmes vont décrire leur corps, vont parler de leur corps. Dans son essai intitulé Can the Subaltern Speak? La subalterne a-t-elle droit à la parole? Gayatri Spivak explore la question de la foi de la femme subalterne. Elle analyse la marginalisation des femmes de couleur et leur impossibilité de s'énoncer à cause de leur enfermement dans un espace culturel différent imposé par le discours patriarcal dominant. Je cite. Dans l'itinéraire effacé du sujet subalterne, la trace de la différence sexuelle est doublement effacée. Si, dans le concours de la production postcoloniale, le subalterne n'a pas d'histoire et ne peut pas parler, le subalterne, en tant que femme, est encore plus dans l'ombre. Fin de citation. Elle ajoute que la subalterne, en tant que femme, ne peut être entendue ou lue, et qu'il y a donc nécessité pour le sujet féminin de se créer un espace pour élaborer son discours. Un ouvrage majeur rédigé et composé par des chercheurs caribéennes émigrés aux États-Unis, ça c'est important, publié en 1995, va poser les fondements de la singularité de la voix de la subalterne caribéenne. Cet ouvrage s'intitule Out of the Kumbla, écrit par Carol Boyce Davis et Hélène Savory Fido. Elles utilisent la métaphore de la kumbla, qui est une calebasse, qui est un instrument domestique traditionnel. Sortir de la kumbla signifie alors opérer un mouvement de l'enfermement vers la visibilité, l'articulation, le processus qui permettent une multiplicité de mouvements extériorisés, non plus contenus et protégés ou dominés par le patriarcat. C'est l'exposition, l'énonciation du sujet féminin
dans la sphère publique. Les écrivaines font le choix de s'exprimer dans une forme qui, tout en interrogeant les canons européens, s'affranchit de toute revendication nationale ou des contraintes discursives de leurs prédécesseurs, les Lamine, Walcott, etc. Elles vont donc explorer la fissure, l'interstice, le frottement, la fente. Elles vont exposer le corps qui exude des menstrues, ce corps oblitéré, négocié, invisibilisé, sexué. Dans l'autobiographie de ma mère, par exemple, Jamaica Kincaid, qui est une écrivaine antillaise qui a émigré aux États-Unis, dépaisse dans une langue dépouillée et brutale, sans une seule ligne de dialogue, l'histoire de la résistance et de la survie des peuples dominés à travers Suella, le personnage féminin le plus dépouillé de son œuvre. Raconté par une vieille dame de 70 ans, ce récit révèle un monde colonial, divisé entre les forts et les faibles, les riches et les pauvres, les puissants et les vaincus. Au-delà de ce monde binaire surgit l'histoire de la découverte du corps de la protagoniste, son corps, sa libido. Et c'est à travers sa vision et l'appréhension de son propre corps et de celui des autres qu'elle définit son rapport à la vie. Joan Brown, par exemple, qui est née à Trinidad, qui a immigré au Canada, explore elle aussi les thématiques du genre, de la sexualité et du féminisme, de la domination masculine blanche, des injustices et des hypocrisies morales du Canada. Bien qu'elle soit souvent qualifiée d'écrivaine caribéenne, Brown s'identifie comme une Canadienne noire et se classifie comme écrivaine queer, comme Shani Mutu, qui est une écrivaine trinidado-canadienne, qui dans son premier ouvrage Sirius Blooms at Night, traduit par Fleur de Nuit, déploie la confusion des genres avec des personnages transgenres qui s'assument. Le nouvel ici, c'est l'Amérique du Nord, le Canada ou les États-Unis, comme peut-être pour dire l'impossibilité de se territorialiser. La mise en œuvre de cette constante de redéfinition du sujet diasporique caribéen, de sa quête de reterritorialisation qui s'élabore à travers la proposition d'une nouvelle vision liminale, crée ainsi une autre cartographie des espaces transculturels reliant le même et l'autre, l'ici et l'ailleurs.